Bonjour à tous, je suis Gisèle Biassi, étudiante en troisième année d'économie appliquée et politique de développement. Aujourd'hui, je suis en face de Monsieur Jonas Segla, expert en intelligence financière et en vente. Et aujourd'hui, nous allons discuter de deux sujets, des finances personnelles et également de l'entrepreneuriat. Alors, bonjour Monsieur Segla. Bonjour Gisèle, comment ça va? Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Ok. Là, nous allons sur la première question. Qu'entend-on par finance personnelle? Finances personnelles. Les finances personnelles doivent être nuancées des finances d'entreprise. En général, quand on parle de finances personnelles, ce sont les flux de trésorerie personnelle, c'est-à-dire l'argent qui entre et qui sort, qui entre dans tes poches et l'argent qui sort de tes poches, ou l'argent qui entre dans ton compte bancaire personnel et l'argent qui sort de ton compte bancaire personnel. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit quand on parle comment dire, de finances personnelles. Ok. Comment définir des objectifs financiers réalistes? Pour définir des objectifs financiers réalistes, je crois qu'on doit d'abord répondre à la question, qu'est-ce qu'un objectif? Un objectif doit être grand, mais grand et suffisamment précis pour que le cerveau puisse le retenir. L'objectif doit être raisonnable et atteignable. L'objectif doit porter une date et nous devons travailler au quotidien pour l'atteindre. Donc, il y a la notion de quotidienneté. À défaut d'y travailler quotidiennement, on doit y travailler mensuellement. Si tu as un salaire ou si tu as quand même des entrées mensuelles, des entrées financières mensuelles. Donc, ça va dépendre vraiment de ton objectif. Toi, par exemple, c'est quoi ton objectif financier? Mon objectif financier, c'est par exemple de faire 1 million de dollars le mois. Wow. Faire 1 million de dollars le mois, c'est costaud à mon avis et ça va te prendre un peu de temps pour y arriver. Moi-même, j'avoue ne pas encore avoir ce niveau. Oui, c'est un peu drôle. J'ai pas encore ce niveau. Mais pour atteindre 1 million de dollars le mois, je pense que tu dois développer des compétences. Des compétences en vente, des compétences en management, parce que c'est difficile de l'atteindre avec le salaire. Tu dois avoir plusieurs sources de revenus pour mobiliser 1 million de dollars le, le mois. Voilà. Des compétences en vente, par exemple, des compétences en management, des compétences en négociation, des compétences en finance. Ça prend beaucoup de compétences pour en arriver là. Voilà. Ok. La troisième question, c'est comment je sais que je suis en parfaite santé financièrement? Ah ouais, ça c'est une très bonne question. Très bonne question. Comme le dit Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, de temps en temps, on doit examiner sa santé financière pour s'assurer qu'on est vraiment en parfaite santé financière. Oui, lorsque tu mets déjà minimum 30% de ce que tu gagnes, il est vrai que parfois, quand on n'est pas salarié, on n'a pas de revenus réguliers, donc il est difficile de dégager les 30% mensuellement. Dégager les 30%, ça peut devenir difficile lorsqu'on n'a pas un salaire régulier ou un revenu régulier. Mais si tu peux définir annuellement, si tu as des revenus de façon saccadée, ça peut venir euh, chaque trimestre ou bien, et puis ça évolue en dents de scie. Je pense que à la fin de l'année, au bout de 12 mois, tu peux essayer de voir, ben, ça fait combien au total? J'ai peut-être gagné 1 million de dollars, j'ai peut-être gagné 2 millions de francs CFA, j'ai peut-être gagné, comment dire, 10 000 euros, et là, je dégage les 10%, je dégage les 20%, je dégage les 30%, mais je pense qu'à partir de 30%, d'épargne pour investissement, ça devient intéressant. Ça voudra dire que je suis déjà en parfaite santé financièrement. Oui, le minimum. J'arrive à dégager 30% de mes revenus, 30% même quand pour, c'est irrégulier. oui, minimum. Ok. Minimum. D'accord. Alors, Mais ce n'est pas l'épargne pour la retraite, je précise. C'est de l'épargne pour investissement ou pour entreprendre. Parce que pour aller plus loin, parler d'indépendance financière, ça prend un autre niveau. Oui. alors, à partir de quel montant, quel est le montant que je peux mettre de côté pour comme fonds d'urgence? Comme fonds d'urgence, je parlerai plutôt de pourcentage.
Les imprévus, c'est par exemple des questions de santé, des accidents, des sollicitations. C'est beaucoup de choses, mais je pense que ça dépend du montant que tu gagnes. Il y a des gens pour qui le fonds d'urgence, c'est peut-être 1 million de francs CFA. Pour d'autres, c'est 2 millions de francs CFA. Mais je ne conseille pas d'économiser beaucoup parce que si on économise sur une durée raisonnable, il faut commencer à entreprendre ou investir avec. Parce que c'est grâce à l'action, c'est grâce au passage à l'action qu'on apprend réellement. Alors, la dernière question sur les finances personnelles. Oui. À quel âge devrais-je commencer par cotiser pour ma retraite? Pour la retraite, bon, il est vrai que moi, je ne crois pas à la notion de retraite, mais je pense que tu devais commencer à épargner dès maintenant. Pour ma retraite. Oui, ou peut-être un peu plus tôt. Pas forcément pour la retraite, mais je parle d'épargne et d'investissement parce que c'est dans ces cadrans-là, comme le dit Robert Kiyosaki, et comme ce sont quand même des enseignements qui ont été éprouvés, c'est dans les cadrans d'entrepreneurs et d'investisseurs qu'on fait fortune. C'est pas en étant travailleur autonome, c'est pas en étant salarié qu'on peut faire fortune. Donc, épargne pour investissement, ça m'intéresse. Épargne pour entreprendre, ça m'intéresse. Mais pour la retraite, je ne crois pas tout à fait à la notion de retraite. Ok. Donc, on a fini les questions sur les finances personnelles. Ok. Venons maintenant dans l'entrepreneuriat. Alors, je m'en vais vous poser la question de savoir, qu'est-ce que vous entendez par entrepreneuriat? J'entends pas entrepreneuriat, création tout court, création de solutions, création de valeur, ça c'est pour les clients, création de richesse, ça c'est pour les employés, et création d'impact social. L'entrepreneur ou l'entrepreneuriat doit intégrer la notion de responsabilité sociale. Lorsque vous créez de la valeur, lorsque vous apportez de la valeur à des profanes, comment il faut le dire là, vous avez satisfait des clients. Mais quand on satisfait des clients, il y a également des gens avec qui on travaille. Donc, il faut satisfaire également les employés pour avoir un impact économique. Et autour de nous, dans notre écosystème ou dans notre milieu de vie, on a également une population à laquelle il faut penser. Donc, si on ne pense pas, si on n'a pas d'action sociale, on ne peut pas réellement impacter les gens au plan social. Merci. Les facteurs qui favorisent l'entrepreneuriat. Pour un entrepreneuriat réussi, ça prend des formations, ça prend de la connaissance. Et notre esprit est le capital le plus puissant. C'est dans le capital c'est le capital où il faut investir le plus. C'est dans notre esprit qu'il faut investir. Il faut prendre des formations, il faut suivre des séminaires, il faut, comment dire, participer à des webinaires, assister à des conférences qui parlent de business, qui parlent d'affaires. Je veux poser une dernière question. Oui. Avant de supposer entreprendre, Oui. Donc je suppose que je veux entreprendre. Oui. Quelles sont les étapes que je dois réellement suivre avant de me supposer entrepreneur? Ok. La première chose qui est indéniable, c'est qu'il faut apprendre à vendre. Je le dis assez souvent. J'ai d'abord travaillé avec quelqu'un, avec un cousin qui m'a dit, si tu veux réussir dans la vie, il faut apprendre à vendre. Et je l'ai lu également chez Robert Kiyosaki dans, je prends son ouvrage intitulé Père riche, Père pauvre. Il dit qu'il n'y a pas de compétence aussi importante que la vente, si ce n'est le marketing. Donc, tu apprends la vente et tu apprends le marketing. Tu apprends les techniques de base, les techniques de vente. Tu lis des livres adaptés à la vente. Tu suis des formations adaptées à la vente. Tu passes à l'action et tu apprends grâce au passage à l'action. Tu en apprends également sur le marketing, les éléments de base, comment étudier le terrain, comment satisfaire le client, comment étudier le client. Tu en apprends beaucoup sur le marketing et puis tu apprends à manager les gens. Parce que ça ne suffit pas quand on est
quand on est vendeur, quand on est marketeur, ça ne suffit pas. Il faut également apprendre à manager les gens parce que l'entrepreneur, ce n'est pas un travailleur autonome. L'entrepreneur gère du personnel qui travaille pour lui. C'est pas un J'ai été étonné quand un client m'a demandé un jour, mais je te confie un travail que tu confies à quelqu'un d'autre. Il n'a pas compris la notion d'entrepreneuriat. Je ne suis pas forcément le technicien qui rend le service ou qui produit le résultat, mais je gère le personnel qui produit le résultat. Voilà. C'est beaucoup, hein. Ah ouais. Alors, que diriez-vous des jeunes qui se pensent entrepreneurs aujourd'hui? Vous pensez qu'ils ont suivi toutes ces étapes-là ou bien c'est juste un truc comme ça? Bon, je pense qu'ils doivent continuer à apprendre. Il y a beaucoup de choses à faire, ils devraient continuer à apprendre et s'ouvrir au monde, ne pas s'auto-proclamer entrepreneur fini ou réussi alors qu'on fait du... Bon, voilà, on va s'en arrêter là. Merci beaucoup, Monsieur Jonas. Oui. J'ai fini avec mes questions. Okay. Et je vous remercie pour le temps perdu, le temps passé avec moi. Voilà. C'est pas du temps perdu. Merci beaucoup.